Bonjour tout le monde. Je vais faire la première partie de la présentation. Hervé Van der Heyden va poursuivre. Là. On va la faire en deux temps. Avant de débuter, je suis vraiment content en fait d'être ici aujourd'hui pour venir vous présenter une initiative qu'on a lancée depuis bientôt 4 ans. Brièvement, dans le fond, ce qu'on fait, on quantifie les pathogènes du sol. En 2015, je ne vous cacherai pas, la première fois que j'ai transmis à des producteurs des résultats biologiques où on parlait du nombre de spores, par exemple de gale poudreuse, de taches argentées ou d'arthrose par gramme de sol, j'ai eu un petit frisson. Je sentais qu'on touchait à quelque chose d'intéressant pour les entreprises agricoles, pour les conseillers, au niveau entre autres, là, pour faire le dépistage des maladies. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, au même titre qu'on est en mesure de doser le phosphore dans les sols, mais la technique qu'on a développée de notre côté nous permet de quantifier des pathogènes. Donc, en premier lieu, il existe ce qu'on appelle un triangle épidémiologique. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer, dans le fond, le développement des maladies. C'est ce qu'on voit au centre du triangle. Donc, j'ai mis des lésions de mildiou, on voit aussi de la gale poudreuse. Donc, les facteurs qui vont influencer, dans le fond, le développement des maladies, on a en premier lieu, en bas, là, sur votre gauche, l'environnement. Vous savez, des saisons qui sont mouilleuses, des saisons qui sont secs, ça ne sera pas les mêmes pathogènes qui vont se développer. En haut, ce qu'on a aussi, on a la plante. D'une variété à l'autre, vous le savez, les résistances ne sont pas les mêmes. Si on pense entre autres à la gale commune, on a des variétés qui sont très résistantes. À l'inverse, on a des variétés qui vont être plutôt sensibles. Donc, tout ça va influencer, dans le fond, le développement des symptômes sur le tubercule. Puis, il manque un partenaire, dans le fond, dans cette danse-là à 3, c'est le pathogène. Donc, si le pathogène n'est pas présent, il n'y aura pas de développement de maladie. Donc, à l'inverse, lorsque le pathogène est là, bien, il va y avoir développement de la maladie. Le pathogène, en fait, peut se retrouver dans différents contenants. Il peut venir par l'air, donc l'inoculum aérien. Il peut venir aussi par la semence et aussi par le sol. Donc, ce matin, ce qu'on va parler, nous, c'est vraiment au niveau du sol, une quantification qui est faite du pathogène. C'est sûr qu'on n'oublie pas les autres facteurs. La plante va demeurer, dans le fond, dans le jeu, ainsi que l'environnement au niveau du développement des symptômes. Donc, une saison qui va être conductive va être favorable, dans le fond, au développement de la maladie. Puis, à ce moment-là, le test de sol va se révéler peut-être, plus significatif, alors qu'une saison qui n'est pas conductive à la maladie, à ce moment-là, la quantification dans le sol, bien, des fois, il va y avoir un petit peu moins de lien avec la quantification. Donc, c'est quoi les enjeux de la quantification dans le sol? Bien, en premier lieu, on va parler d'une diversité. On voit une belle cuillère de sol, hein, le sol qui nous nourrit. Bien, le sol nourrit aussi beaucoup de micro-organismes. On parle que dans le sol, en fait, il y a plus de micro-organismes dans 1 gramme de sol que d'humains sur la Terre. Donc, ça donne un peu une image là, de combien de micro-organismes peuvent résider dans le sol. Il y a une image aussi au bas de la cuillère. Là, vous voyez différentes formes, différentes structures. Ça exprime aussi la diversité qui est là dans le sol. Donc, on n'a pas juste beaucoup d'organismes, on a beaucoup d'organismes différents. Ce qui vient compliquer, dans le fond, l'analyse au niveau des sols. Il y a aussi la dynamique. Donc, il y a des micro-organismes qui peuvent aller très vite, il y en a d'autres qui vont être plus lents. Donc, si je fais une quantification au printemps ou à l'automne précédant ma culture, est-ce que ça va être lié en bout de course avec les symptômes? Bien, en fait, tout ça va être lié un petit peu à la dynamique du micro-organisme et ça va représenter aussi notre 4e enjeu, qui est l'enjeu de relier, dans le fond, la quantification aux symptômes qu'on va avoir en cours de culture ou en fin de saison sur les tubercules. Donc, la quantification dans le sol peut se faire de différentes façons. Dans la littérature, entre autres, il y a des dilutions qui peuvent se faire sur pétri. On récupère les sols, on fait des isolements, on les envoie dans des milieux sélectifs qui vont permettre, dans le fond, de faire des décomptes. Maintenant, une technique comme la dilution sur plat de pétri, bien, elle va demander beaucoup de temps. Dans la littérature, ce qu'on peut voir aussi d'un laboratoire à l'autre, les résultats vont être très variables pour le même échantillon. Puis, ça va demander aussi des gens qui sont très spécialisés, donc, entre autres, pour aller valider la morphologie des micro-organismes qu'on va apercevoir sur les milieux. Il y a une autre technique qui est l'incubation. Ça existe dans d'autres cultures. Je ne pense pas que dans la pomme de terre, on le fait tant que ça.
mais c'est possible de récupérer des sols, donc à l'automne précédent, les amener en serre, planter des variétés sensibles, puis de voir, bien, est-ce que la maladie va s'exprimer dans les sols que je vise à planter l'année subséquente. C'est sûr que l'environnement, on en parlait tout à l'heure dans le triangle épidémiologique, bien, l'environnement dans la serre va faire en sorte qu'on va favoriser certains pathogènes au détriment d'autres. Donc, si je tiens ma serre très humide, entre autres, la gale poudreuse pourrait davantage se développer. À l'inverse, si je tiens ma serre peut-être plus sec, c'est davantage la gale commune qui pourrait se développer. C'est un exemple ici que je donne. En termes de faisabilité, c'est sûr, ça demande du temps, amener des sols dans une serre, faire des incubations. Donc, la faisabilité de tout ça est quand même limitée. Aujourd'hui, dans le fond, nous, ce qu'on présente, c'est vraiment l'utilisation des techniques biomoléculaires. Donc, avec l'avancement, dans le fond, qui a été fait au niveau de la biologie moléculaire, aujourd'hui, on est en mesure de séquencer facilement des génomes. Bien, tout ça a permis, dans le fond, aujourd'hui, de développer des outils comme on va vous présenter. Donc, sans trop entrer dans le détail, la façon que ça va fonctionner au laboratoire, vous avez, dans le fond, des sols. On va en extraire l'ADN. Donc, c'est ce qu'on voit là, comme deuxième image. On a, dans le fond, un brin d'ADN sur lequel on a, dans le fond, une amorce. Une amorce qui est une clé de reconnaissance. Donc, l'amorce va être spécifique à un organisme. Donc, si on veut, entre autres, évaluer la gale poudreuse, bien, on va avoir besoin d'une clé de reconnaissance pour la gale poudreuse. Si on veut évaluer la tache argentée, on va avoir besoin d'une clé pour la tache argentée. OK? Donc, l'extraction, dans le fond, est mise après ça dans un petit pot au niveau de la réaction. Puis l'appareil, dans le fond, qui est le PCR, va conduire la réaction. Ce que vous voyez, en fait, au bas de l'image, ce qu'on a mis, c'est une bibliothèque où, dans le fond, on a des séquences, des séquences au niveau des génomes. On va se servir, entre autres, de bibliothèques comme ça, numériques, pour valider que les amorces, les clés de reconnaissance qu'on utilise, vont être spécifiques à l'organisme qu'on veut quantifier. Donc, c'est une première étape avant d'aller, dans le fond, au laboratoire puis vraiment de valider la spécificité des clés qu'on a développées. Donc, ici, je donne un exemple d'étalonnage qu'on va faire au laboratoire pour vraiment valider, comme je le disais, là, que l'amorce qu'on utilise, la clé de reconnaissance, va être fonctionnelle. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, bien, on a un tubercule avec la gale poudreuse. On va en extraire, dans le fond, des spores. Puis, on va faire des concentrations croissantes de pathogènes qu'on va mettre à ce moment-là dans des contenants et on va faire réagir, dans le fond, le tout au niveau de l'appareil. Donc, ce qu'on va obtenir en bout de course, le graphique qu'on voit, bien, j'ai, dans le fond, sur l'axe des Y, l'axe qui est vertical, j'ai le nombre de cycles que ça va prendre avant que l'appareil me donne un signal. Et au bas, dans le fond, dans l'axe des X, ce que j'ai, dans le fond, c'est la concentration de spores. C'est vraiment la courbe qui va me permettre de rapporter, dans le fond, ce que l'appareil me donne, le PCR, en vraiment une quantification de pathogènes. Donc, ces choses-là doivent être développées, comme je le disais, pour l'ensemble des pathogènes avec lesquels on va travailler. Donc, la quantification dans le sol par les techniques biomoléculaires a des avantages. C'est des techniques qui sont très sensibles. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de pathogènes pour avoir une réaction positive. Après ça, ça va être très spécifique lorsque les clés sont bien développées, lorsque nos amorces, dans le fond, sont sensibles uniquement à l'organisme qu'on vise. Mais à ce moment-là, ils vont être capables de déceler uniquement l'organisme qu'on recherche. Ce qui peut être quand même un bon challenge du fait de la diversité, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans les sols. La diversité d'organismes. C'est une technique, ultimement, qui va être relativement rapide lorsqu'on a fait les extractions au sol. Lorsqu'on arrive au niveau de l'appareillage, au niveau du PCR, bien, la réaction va se faire assez rapidement. Maintenant, il y a quand même des enjeux. Il ne faut pas penser que tout est parfait non plus, là. Donc, le volume de sol, vous avez vu tout à l'heure les petites fioles, bien, on ne peut pas nécessairement évaluer un très grand volume de sol, ce qui va demander quand même là, une bonne homogénéisation là, des échantillons. Le temps de développement, on parlait tout à l'heure des clés de reconnaissance, bien, il y a un temps de développement lié aux clés de reconnaissance, bien sûr. Puis, en bout de course, bien, il y a des coûts. On parlait tantôt d'analyse chimique, entre autres pour le phosphore, bien, les coûts au niveau d'une analyse biologique comme celle-là bien, vont être supérieurs.
Donc, je le disais tout à l'heure, c'est une initiative qu'on a lancée, nous, en 2014. Elle a fait des petits. Donc, je vais simplement, dans le fond, vous présenter un peu les projets. Donc, le premier projet qui a été initié, dans le fond, grâce au financement du CRSNG et du Franc 02, a été mené, dans le fond, par Agrinova, avec les partenaires, le Phytodata et ProPur. On a regardé dans ce projet-là différents pathogènes, mais entre autres la gale poudreuse ainsi que la tache argentée au niveau des sols. En 2015-2017, il y a une seconde initiative qui a été lancée avec Innovaction, avec un financement, dans le fond, du ministère de l'Agriculture du Québec, où on regardait à ce moment-là, dans le fond, d'arthrose, donc Colletotrichum coccoides, puis verticillium. En 2015-2017, il y a aussi une autre initiative qui a été lancée, cette fois-là menée par Phytodata, pour regarder le pétillum, le fusarium ainsi que la rhizoctonie. Donc, 2016-2017, il y a une nouvelle initiative qui a été lancée aussi avec un programme de développement sectoriel financé, là, dans le fond, par Cultivons l'avenir, avec les deux paliers de gouvernement. L'initiative, dans le fond, est menée par l'IRDA. Et dans cette initiative-là, ce qu'on regarde maintenant, c'est la tache argentée, mais cette fois au niveau de la semence. Encore une fois, avec des quantifications biomoléculaires. Puis en 2017, maintenant, on a eu, dans le fond, un financement régional avec un PAR pour, dans le fond, permettre à un plus large éventail de producteurs de connaître les techniques, donc un projet de transfert. Donc, rapidement, dans le fond, je vais passer au niveau des organismes que je viens de présenter avant de laisser la place à Hervé. Donc, tache argentée, bon, on a affaire à un champignon. Au niveau de l'inoculum, l'inoculum vient de la semence et du sol. Maintenant, je pense que des fois, on néglige un aspect au niveau de la tache argentée. Ce qui est intéressant au niveau de la littérature, ce qu'on a pu trouver, dans le fond, en cours de lecture, il semble que la tache argentée, dans le fond, son seul hôte, c'est la pomme de terre. Maintenant, lorsque des plantes sont en train de mourir, il y a deux auteurs qui ont été en mesure d'inoculer, entre autres, du maïs, de faire un cycle à la tache argentée, donc une infection, une sporulation, sur du maïs, sur de l'avoine, sur du seigle, etc. C'est ce qu'on montre, dans le fond, sur la première figure. Donc, la tache argentée, la contamination se fait au champ. Puis, à ce moment-là, par la suite, ça va proliférer en entrepôt. Gale poudreuse, ici, on a affaire à un protozoaire. Dans le fond, le protozoaire, ce qu'on voit sur les images là, à droite, on a des sphères qui contiennent de nombreuses spores. Donc, ces sphères-là, en fait, c'est vraiment les structures qui vont permettre aux pathogènes de passer au travers et de résister au niveau du sol. Donc, ce qui va permettre aux pathogènes de rester infectieux quand même très longtemps. Lorsqu'un sol est contaminé, le sol va le rester très longtemps à cause justement de ces structures-là. Donc, à l'intérieur de ces structures-là, ce qu'on a, c'est des spores flagellés. Ce qui explique, entre autres, là, donc le spore, lui, il va profiter du fait qu'il y a beaucoup d'eau dans le sol pour se déplacer et aller infecter les tubercules. C'est cela. Puis, aspect à ne pas négliger au niveau de la gale poudreuse, elle est l'hôte aussi du fameux PMTV, donc le virus du sommet touffu de la pomme de terre qui va créer des nécroses à l'intérieur des tubercules. Donc, nécroses qui peuvent être très dérangeantes là, du fait que c'est des défauts internes. Donc, je tenais ici à quand même mettre une belle image là, de gale poudreuse pour qu'on la distingue bien de la gale commune. Des fois, on a tendance à faire un amalgame, dire c'est de la gale, mais on parle de deux choses complètement différentes. Donc, la gale poudreuse, on a ici une lésion, là, c'est ce qui est en brun, les petites lésions circulaires. Donc, à l'intérieur de la lésion, on va avoir un tissu qui est comme spongieux. Okay? Puis, on a vraiment la peau. Okay? Une fois que l'infection est faite, le spore veut s'échapper, donc la peau va tout simplement fendre. Donc, on va vraiment, dans le fond, la peau qui soulève sur les bords de la lésion. Puis, lorsqu'on va laver le tubercule, souvent, ces lésions-là vont disparaître, puis on va rester, dans le fond, avec des décolorations circulaires de petites dimensions. Donc, par la suite, on a aussi abordé la darthrose. Ici, on a affaire à un champignon qui peut, oui, s'accentuer en entrepôt. Les sols aussi vont rester contaminés. On parle de 5 à 10 ans au niveau de la littérature. Dans ce cas-ci, dans le fond, l'inoculum vient vraiment du sol. Lorsqu'on regarde, dans le fond, la littérature, les études qui ont été faites, c'est vraiment le sol qui va être lié aux infections de fin de saison. Maintenant, la semence va jouer un rôle au niveau de la contamination des sols où on n'a pas d'historique de pommes de terre, où on n'a pas de maladie, ou des sols où on a mis en place des pratiques bénéfiques, mais la semence peut venir à ce moment-là contaminer ces sols-là. Et en bout de course, la verticilliose.
Donc, encore une fois, un champignon qui peut agir seul ou qui peut agir en synergie avec un nématode, là, Praticoninctus penetrans. On va ici parler de pertes de rendement élevées. Certaines littératures là, parlent de pertes qui peuvent aller jusqu'à 50%. La verticillose aussi va se maintenir longtemps dans les sols du fait qu'elle a une structure, dans le fond, pour des microsclérotes qui peuvent survivre longtemps, mais elle a aussi plusieurs autres. Donc, elle peut survivre sur différentes plantes qui vont la maintenir, en fond, au niveau des sols. Donc, ce qu'on rapporte au niveau de la verticillose, c'est qu'un sol qui est contaminé peut l'être là, durant une période là, jusqu'à 10 ans. Donc, sur ce, moi, je vais laisser la place à mon collègue Hervé qui va venir vous présenter les résultats de nos travaux. Donc, moi, je suis là pour vous présenter les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent. Il y a 4 maladies sur lesquelles on travaille pour le moment, mais je voulais juste vous dire avant de commencer là, qu'on n'est pas rendu au même stade de développement pour chacune de ces 4 maladies-là. Ça se peut qu'il y ait certaines maladies pour lesquelles on en dise plus, d'autres pour lesquelles on en dira un petit peu moins. Je vais passer toutes les étapes de développement au laboratoire, mais je voudrais que vous sachiez aussi qu'on a travaillé d'abord sur les méthodes d'extraction d'ADN, sur le développement des amorces et sondes là, pour la quantification dans les sols. C'est toutes des choses qu'on a faites en amont. On a travaillé beaucoup là-dessus. Une des étapes clés, en fait, là, du développement de ces approches-là, c'est vraiment l'extraction d'ADN. Comme Samuel l'a dit tantôt, là, on ne peut pas travailler avec une petite cuillère de sol là, puis espérer d'être représentatif d'un champ si on a une très, très, très petite quantité de sol. Donc, on a essayé de travailler sur l'exploration de plus grands volumes de sol. Puis, comme vous allez le voir, on a aussi travaillé sur les patrons d'échantillonnage. Puis, c'est cette partie-là que je vais surtout vous parler. Donc, on va parler, évidemment, ce qui nous importe, là, c'est de savoir s'il y a une relation entre l'inoculum du sol puis le développement de la maladie au champ. On est conscient qu'il y a d'autres paramètres qui vont influencer le développement de la maladie, qu'il n'y a pas juste l'inoculum du champ, mais on commence par là, on commence par la base, à savoir si l'agent pathogène est présent, puis on veut savoir aussi dans quelle proportion il est présent parmi les sols. Ensuite, on va parler de la variabilité intraparcellaire. Ça, en fait, c'est la distribution spatiale du pathogène à l'intérieur d'un champ. Fait que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que chaque point d'échantillonnage est lié au point suivant ou au point précédent pour nous permettre de développer des plans d'échantillonnage là, qui ne nous obligeraient pas à prendre là, 3, 4, 500 échantillons par champ pour être représentatifs. Puis ensuite de ça, on a aussi travaillé sur des patrons d'échantillonnage qu'on a appelé la variabilité interparcellaire. Donc, ce qu'on voulait savoir à ce moment-là, c'est si on utilisait des patrons d'échantillonnage, là, comme ceux qu'on prend pour les analyses chimiques, par exemple, si c'était reproductible, puis si on pouvait se fier à ces patrons d'échantillonnage-là pour les maladies de sol. Ensuite de ça, on a aussi travaillé sur la variabilité dans le temps. On le sait qu'il y a plusieurs pathogènes qui évoluent en fonction du temps. Fait qu'on voulait savoir dans quelle proportion est-ce que cette variation-là avait lieu. Puis on voulait savoir aussi c'était quoi le meilleur moment pour échantillonner le sol pour avoir une bonne corrélation avec le développement de la maladie. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est probablement la partie la plus importante. C'est sur ça qu'on a travaillé depuis 2014, là, notamment pour la tache argentée puis pour la gale poudreuse. Ça nous permet d'estimer les risques. Ça va nous permettre aussi de faire un suivi annuel, là, puis d'évaluer les changements de pratiques. Là. On sait que les pratiques culturales vont avoir un gros impact sur les maladies de sol, mais on a vraiment peu d'outils pour mesurer, dans le fond, l'impact de ces pratiques culturales-là sur les maladies de sol. Donc ça pourrait être un bon outil pour le faire. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné vraiment beaucoup de champs. Depuis 2014, là, on a échantillonné à peu près 1000 échantillons de sol par année. Puis on a mis ça en relation avec le développement des symptômes. Dans toutes les expériences qu'on a faites, que je vais vous présenter, c'est important aussi que vous sachiez que c'est indépendant. C'est-à-dire que c'est Samuel qui s'est occupé beaucoup de l'échantillonnage au champ, donc le prélèvement des échantillons, l'évaluation des symptômes au champ. Puis c'est nous autres, chez Phytodata, qui se sommes occupés de faire le dénombrement ou la quantification dans les sols. Moi, je suis à peu près pas allé dans le champ, là, fait que j'ai pas vu les parcelles, j'ai pas vu non plus les niveaux d'infestation. Fait que les deux informations qu'on met en commun dans le cadre de ce projet-là sont indépendantes. Fait que sur ces graphiques-là, vous avez sur l'axe des Y la sévérité de la maladie au champ, donc entre 5 et 30% en moyenne. Puis sur l'axe des X, on a fait des classes de risque. C'est difficile de travailler avec des valeurs absolues, puis souvent,
c'est peu utile. Fait qu'on a classé, dans le fond, les valeurs d'inoculum de sol pour avoir des classes de risque qui pourraient être un petit peu parlantes, là. Fait qu'on voit que pour la tache argentée, puis pour les autres maladies aussi, on a fait 3 classes. Fait qu'une classe qui serait un faible risque, une classe avec un risque modéré, puis une classe avec un risque élevé. En fait, ça nous permet, par exemple, quand les conditions climatiques sont conductives, bien, si on a un risque modéré qui est basé sur l'inoculum du sol, puis qu'on a des conditions conductives, bien, ça peut nous causer des problèmes au champ, tandis que si on a un risque faible, il y a moins de risques. Fait qu'on voit que pour la tache argentée, c'est somme toute assez bien corrélé. On a un risque faible là, qui se situe entre 0 et 30 spores par gramme de sol, un risque modéré qui est autour de 30 à 50 spores par gramme de sol. Puis si on dépasse 50 spores par gramme de sol pour la tache argentée, on se trouve à être dans la catégorie élevée. Les barres bleues, c'est les essais qu'on a faits en 2015, puis les barres rouges, c'est les essais qu'on a faits en 2016. Ensuite de ça, on a fait l'exercice aussi pour la gale poudreuse. Puis on a aussi une très bonne corrélation entre les classes de risque et le développement des symptômes au champ. Par contre, les niveaux de spores ou de spore balls en anglais sont différentes là, que pour la tache argentée. On est plutôt en bas de 10, entre 10 et 50, puis au-delà de 50. Dans le graphique, là, c'est les mêmes couleurs, là, 2015 en bleu, 2016 en rouge. Vous voyez que la barre d'erreur est plus élevée là, pour 2015, la classe élevée. C'est parce qu'on avait très peu de champs, dans le fond, qui étaient dans cette catégorie-là en 2015. Par contre, la saison 2016 confirme là, que les classes de risque sont somme toute assez parlantes, là. Ensuite de ça, pour ce qui est de la variation intraparcellaire, on a fait un échantillonnage qui se trouve à être géoréférencé. Donc ça, c'est un exemple de grille d'échantillonnage qu'on a réalisé au champ. On avait 3 pas d'échantillonnage, fait que la grande grille, c'est aux 50 mètres. La grille moyenne, c'est aux 10 mètres, puis la petite grille, c'est aux 5 mètres. Donc, on a regardé les patrons de distribution spatiale pour ces 3 grilles-là, pour savoir c'est quoi la distance d'échantillonnage qu'on devrait respecter au champ. Là, j'ai plusieurs graphiques comme ceux-là. Dans ces graphiques-là, plus c'est rouge, plus l'inoculum est important, puis plus c'est bleu, moins l'inoculum est important. Puis le panneau à ma gauche, c'est un échantillonnage de printemps, puis le panneau à ma droite, c'est un échantillonnage d'automne. Donc, on voit, pour la tache argentée, qu'il ne semble pas y avoir tellement de patrons, là. Puis les analyses géostatistiques ont démontré ça. Il n'y a pas d'autocorrélation entre les points d'échantillonnage là, à une distance là, ni de 5 mètres, ni de 10 mètres, ni de 50 mètres. Et ça suggère que les patrons de distribution pour la tache argentée sont aléatoires. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça nous dit qu'on a besoin de assez peu d'échantillons pour pouvoir être représentatif d'un champ dans ce cas-ci. C'est un petit peu différent pour la gale poudreuse. On a une distance d'autocorrélation qui est un petit peu plus forte. On n'a pas d'autocorrélation à des pas d'échantillonnage de 10 mètres ni de 5 mètres. Par contre, quand on arrive à des pas d'échantillonnage de 50 mètres, là, il commence à avoir de l'autocorrélation, puis le patron, il devient moins aléatoire. Ça nous oblige à prendre un petit peu plus d'échantillons pour être représentatif du champ. Puis dans ce cas-ci, là, on a évalué que c'était une distance d'à peu près 250 mètres là, qu'il fallait respecter pour qu'on soit représentatif, là. Encore une fois, si vous regardez les points rouges, là, quand on a prélevé nos échantillons au printemps ou à l'automne, on a quand même des zones, les hotspots, si on veut, là, sont au même endroit. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle aussi en soi, là. Pour Verticillium, on a fait le même exercice. Le pas d'échantillonnage semble être similaire à ce qu'on a obtenu pour la gale poudreuse. Donc, on a une distance d'à peu près 250 mètres qu'il faudrait respecter pour faire l'échantillonnage. Encore une fois, on voit que les zones en rouge sont aux mêmes endroits, puis les zones en bleu sont aux mêmes endroits, bien que à l'automne, il semble y avoir quand même eu une dispersion du pathogène dans l'espace, puis la zone bleue s'est rétrécie, les zones rouges se sont un petit peu agrandies.
Au niveau de la variabilité interparcellaire, ça c'est quand on a comparé des patrons d'échantillonnage. Donc on a pris les mêmes patrons d'échantillonnage que quand on faisait des échantillonnages d'analyse chimique. Puis on a fait 3 parcours différents dans les champs, puis on a comparé ces parcours-là entre eux pour savoir si on obtenait le même résultat avec ces différents parcours d'échantillonnage-là. Ce que ça donne, en fait, c'est des résultats qui sont assez intéressants, sauf pour la tache argentée, qui est un petit peu plus complexe, avec laquelle on a un petit peu plus de misère à comprendre les patrons, là. Vous voyez que sur l'axe des X, dans ces graphiques-là, c'est les répétitions ou bien les patrons d'échantillonnage, puis vous avez sur l'axe des Y la quantité d'inoculum dans les sols. Donc, pour la tache argentée, on a en moyenne des patrons d'échantillonnage qui ne donnent pas tout à fait la même réponse. Fait qu'il y a un petit peu de travail à faire au niveau de la tache argentée. Mais pour la gale poudreuse, à ma droite, pour la darthrose, puis pour la verticilliose, pour verticillium, peu importe le patron d'échantillonnage qu'on a utilisé pour faire l'échantillonnage au champ, ça nous donnait la même réponse en tant que telle là, au niveau des répétitions ou des différents patrons d'échantillonnage. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ces 3 pathogènes-là. Ça veut dire qu'on peut utiliser les mêmes patrons d'échantillonnage qu'on utilise pour les analyses chimiques. Puis, dans le fond, on pourrait valoriser les échantillons qu'on prélève à ce moment-là pour en faire des tests pour les maladies de sol. Au niveau du temps, ça, c'est les choses qui nous ont un petit peu plus surprises. On a regardé pour les mêmes micro-organismes, les mêmes endroits dans le champ. Dans le fond, on a pris des échantillons qui étaient géoréférencés, puis on a regardé dans le temps comment est-ce que le pathogène évoluait. Pour la tache argentée, on a vu, le P1, c'est la période en pré-récolte. P2, P3, c'est en cours de récolte, puis P4, c'est à la récolte. Donc, on voit que pour la tache argentée, la période qui est juste avant la récolte, on a une très forte augmentation de la quantité d'inoculum dans le sol comparé aux autres périodes. Puis même après la récolte, dans le fond, il semble y avoir comme un repli du pathogène sur son hôte, puis les quantités d'inoculum dans le sol diminuent un petit peu. Pour la gale poudreuse, c'est quand même plus stable, bien que ça tend à augmenter jusqu'à la récolte. Les quantités mesurées sont relativement similaires, là. Puis, à part les résultats qu'on obtient à la récolte, là, les 3 autres valeurs sont équivalentes. Pour la darthrose puis pour la verticilliose, qui sont qui ont des structures de survie qui sont similaires, on a des patrons d'échantillonnage qui sont plus stables aussi, là. Donc, pour darthrose et pour verticilliose, les quantités mesurées, peu importe la période, sont assez semblables. On va continuer à travailler sur le sujet. Les prochaines étapes, c'est continuer à caractériser la relation inoculum-maladie pour les différentes maladies sur lesquelles on travaille. On aimerait aussi commencer à travailler à se bâtir un arbre de décision, dans le fond, qui serait basé sur l'inoculum de sol. Dans une approche systémique, là, il faut qu'on ait quelque chose sur lequel se baser. Nous, on pense que c'est l'inoculum de sol qui pourrait driver tout ça. Puis on pourrait ajouter, dans le fond, à cet inoculum de sol-là, des connaissances sur les cultivars, sur le climat, sur les textures de sol, les types de sol, etc. Puis se bâtir un arbre de décision là, qui nous permettrait d'estimer les risques avant la plantation. Ensuite de ça, je voulais parler aussi rapidement là, d'une initiative de recherche pan-canadienne là, qui a été initiée par Mario Tenuta à l'Université du Manitoba avec Dr. Ziebart au Nouveau-Brunswick. Il y a un projet qui a été déposé dans les grappes agroscientifiques là, sur le potato early dying, parce que je ne sais pas le terme en français. Et dans le fond, principalement sur verticillium. On a été, avec Pouce Vert puis Progest 2001, on a été appelé à collaborer à ce projet-là. Donc, dans les prochaines 5 ans, si le projet est financé, on va aussi travailler beaucoup sur la verticilliose. Pour ceux qui auront de l'intérêt pour ça, vous pourrez nous contacter à ce moment-là. Puis, ça, c'est la slide de remerciement. Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré avec nous dans ces projets-là. Je ne les nommerai pas tous, là, mais c'est sûr qu'on a eu le financement du MAPAC, on a eu du financement du CRSNG, il y a Agrinova qui nous a supportés dans ça. À tout ce monde-là, on aimerait leur dire merci.
On a quelques autres petites choses, là, on n'était pas sûr si on allait avoir le temps, là, mais il y a d'autres applications aussi, des tests de détection moléculaire là, qui pourraient être intéressantes. Là. On a travaillé sur acquérir de l'information sur les structures d'entreposage, par exemple, est-ce que ces structures-là sont contaminées ou pas. On a regardé aussi, parce que c'est possible de le faire dans les tissus, où est-ce que le pathogène pouvait se cacher, par exemple, dans différentes cultures de couverture. On a constaté que, par exemple, pour le seigle, là, il se pouvait que cette plante-là soit un réservoir pour la tache argentée. Il y a des petites choses aussi qu'on a explorées ou qu'on va explorer là, en parallèle du projet principal là, sur les maladies de sol.